Bonjour à tous, bienvenue sur Diaspo Investigation dans notre émission L'invité de Diaspo. L'Afrique est l'un des continents au monde qui regorge le plus de richesses, minières, énergétiques et j'en passe, et dont la population représente 12% de la population mondiale. Mais en dépit de ces richesses, naturelles et humaines, l'Afrique en général et l'Afrique subsaharienne en particulier est l'une des zones les plus pauvres au monde et avec le plus faible développement de la planète. Partant de ce constat, il est plus que nécessaire d'être dans le dur en ce qui concerne la diversification des économies en exploitant de nouvelles ressources. Le digital par exemple. Tenez, en France, le président Emmanuel Macron a fait de l'intelligence artificielle l'une des priorités de son quinquennat en octroyant pour la recherche une enveloppe de plus d'1 milliard d'euros. L'Afrique devra désormais tout mettre en œuvre pour saisir les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies. C'est dans ce contexte que nous recevons notre invité venu nous parler d'un projet ô combien ambitieux qu'il souhaite déployer sur toute l'Afrique. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Douglas Mbiandou. Bonjour Douglas. Bonjour Christian. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre émission L'invité de Diaspo. Tout le plaisir est pour moi. Alors Douglas, pour ceux qui te découvrent pour la première fois sur notre média, que doivent-ils savoir sur toi? Je suis ingénieur de formation, j'ai 18 ans d'expérience en informatique, 5 ans dans un groupe international en tant que développeur d'applications et 13 ans comme dirigeant du centre de formation Obgis. Nous avons formé plus de 3000 personnes. En introduisant le sujet, nous avons parlé de ta vision pour l'Afrique. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails de ce projet ambitieux? Alors, je suis déterminé à mettre mes compétences techniques, mes compétences pédagogiques, mes compétences entrepreneuriales au service de la jeunesse africaine. À l'aube de mes 40 ans, 40 ans, c'est l'âge où on commence à se poser des questions métaphysiques. L'âge de raison. L'âge de raison. Qui sommes-nous? Quelle est notre place sur cette terre? Pourquoi nous sommes là? Après avoir formé donc plus de 3000 personnes en France, j'ai considéré qu'il était temps pour moi de mettre mes compétences au service donc de la jeunesse africaine. 10 000 codeurs, c'est donc ce projet qui rend compte de cette vision, de cette volonté, d'une part, de fournir de la compétence afin que la jeunesse africaine soit autonome financièrement, et d'autre part, de positionner le continent comme le centre nerveux de l'industrie mondiale du logiciel. Alors, 10 000 codeurs, j'entends des internautes qui nous regardent dire pourquoi 10 000, pourquoi pas 1 million, pourquoi pas 1000? Alors, lorsque je me suis posé la question comment impacter le continent, comment apporter ma pierre à l'édifice, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que je sais faire professionnellement et ce que mes clients, les multinationales, viennent chercher chez moi. J'ai choisi donc de mettre au service de la jeunesse africaine les mêmes compétences que je donne à ces ingénieurs de multinationales. Comment aider un continent d'1 milliard de personnes? Je me suis dit que pour 1000 personnes, il fallait qu'il y ait au moins un développeur. Donc, 1 milliard de personnes, on divise par 1000, ça fait 1 million. Après, je me suis dit, moi, former 1 million, c'est quand même un peu fort de café. Un peu ambitieux. Je me suis dit, si je divise ça par 100, ce serait déjà pas mal. On arrive à 10 000. 10 000 codeurs, c'est 10 000 personnes formées entre 2015 et 2025. Alors Douglas, une précision, pourquoi forcément former les Africains sur les métiers du codage? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon premier objectif, c'est de rendre les jeunes financièrement autonomes. Lorsque je pars en Afrique, dans ces différents pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, je me rends compte que les jeunes sont fatigués. Ils sont fatigués, ils ont faim, ils sont avides de nouvelles technologies, ils veulent réussir, ils sont brillants, ils sont intelligents. Malheureusement, ils ne sont pas formés à des technologies ou à des matières qui leur permettent de devenir financièrement autonomes. Il se trouve que moi, je forme sur des technos, sur des matières qui sont recherchées partout dans le monde. D'accord. Donc naturellement, si je forme au code, c'est-à-dire à mon savoir-faire depuis maintenant plus de 15 ans, tout à fait, oui. Ben, je me dis que je vais leur donner immédiatement des compétences qui vont être recherchées par le monde entier. 70% de pratique, 10% d'anglais, 10% de soft skills
Et à partir de là, les jeunes vont être capables d'intéresser les professionnels du monde entier. Donc en gros, l'objectif, c'est de faire de l'Afrique le nouvel Eldorado des codeurs, en fait. L'objectif, c'est surtout, comme je l'ai dit, de donner du pouvoir, entre guillemets, aux jeunes en Afrique. De faire en sorte qu'ils ne soient plus seulement consommateurs de nouvelles technologies, on sait tous qu'ils sont des smartphones, mais acteurs. Que les applications qu'ils ont sur leur smartphone ne soient pas seulement des applications créées ailleurs, mais qu'ils soient partie prenante à ce développement. Absolument, qu'ils puissent créer l'application qui permet au restaurant qui est dans le coin de faire des soldes instantanés. Tout à fait. Qu'ils puissent impacter leur environnement. Et c'est cette double vision, du coup, de pouvoir à la fois gagner de l'argent et aussi impacter son environnement et impacter son continent, qu'est née aussi venue cette idée de 10 000 codeurs. Alors, chez Diaspo Investigation, nous sommes très optimistes sur le véritable potentiel qu'il y a en Afrique, des jeunes Africains, mais on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir comment comptez-vous manager, gérer ce projet, alors qu'en Afrique, de nombreux pays ont encore des problèmes d'infrastructure. Alors, vous savez, souvent, quand on regarde en Afrique, quand on regarde les jeunes, vous savez, ils ont souvent des jouets très surprenants et improbables. Là où en Europe, on va avoir de très jolis jouets bien aboutis et numériquement, on va avoir en Afrique des jeunes qui vont bricoler avec des ficelles. Tout à fait. Un jouet, une bicyclette. C'est la débrouille. Je propose de mettre cette débrouille au service du continent en faisant fi des problèmes des infrastructures. Lorsque les infrastructures ne seront pas là, comment faire en sorte que le temps qu'elles soient là, les jeunes puissent s'en emparer pour être efficaces. Tout à fait. Je propose que si il y a par exemple, si on prend le cas de l'électricité, s'il y a 1 heure d'électricité par jour, que cette heure, on la rende productive. Et cette productivité aussi sera demandée par les professionnels qui vont embaucher ces jeunes. Comment, avec peu de temps, être productif, impacté. On parle de l'efficience là du coup. On parle de l'efficience. L'efficience qui est nécessaire lorsque vous êtes devant un entretien d'embauche. Tout à fait. Vous avez un quart d'heure pour marquer des points. Tout à fait. Vous avez un quart d'heure pour frapper. Et c'est ce qui m'intéresse moi, c'est l'efficacité. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, on est en phase sur ce point, Monsieur Douglas Biandou, mais il y a un autre point quand même qui nous interpelle, c'est comme un véhicule, lorsqu'on a un véhicule, il faut forcément du carburant. Mais là, on parle de nouvelles technologies, on parle de codage, mais vous savez très bien que Internet n'est pas toujours accessible. Soit l'accessibilité fait défaut, ou ça coûte extrêmement cher dans certains pays, on ne va pas généraliser. Donc, comment vous comptez contourner ce qui peut parfois être comme un obstacle au projet que vous voulez déployer au niveau de l'Afrique? Là encore, la question, on peut la prendre de deux façons. Soit on est en train de dire, il n'y a pas d'Internet, donc on ne fait rien. Mais moi, je propose différemment. Et je propose à la jeunesse africaine de réfléchir différemment. Je propose plutôt de dire, lorsqu'il y aura seulement 1 heure d'Internet, comment est-ce qu'on va rentabiliser cette heure pour se former, pour s'auto-former et pour réaliser éventuellement des applications. Voilà l'angle d'attaque qui m'intéresse. Voilà l'angle d'attaque que je veux insuffler aux 10 000 développeurs que je vais former. Merci Douglas pour cette réponse. Je vous propose qu'on fasse une courte pause pour faire un clin d'œil à tous nos annonceurs. À tout de suite. Beauté, énergie fruitée. Informations et commandes sur la page Facebook Beauté de Maison Cassava. Bonjour à tous, bienvenue à la présentation du projet. Alors ce projet porte sur
L'agence de communication Nexcom Consulting vous accompagne dans l'élaboration et la mise en œuvre de votre stratégie de communication. Stratégie digitale, réalisation de films publicitaires, coaching. Tous nos services s'adressent aux entreprises, aux associations et même aux partis politiques, avec pour seul et unique objectif accroître votre visibilité. Ce projet porte sur la création d'un lounge avec espace chicha, snack bar. Besoin de communiquer pour gagner en visibilité? Faites confiance à des experts. Avec Nexcom Consulting, prenez de l'avance. Pour toutes vos expéditions de France vers le Congo, par fret aérien ou maritime, contactez JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Nous sommes de retour sur le plateau de notre émission L'invité de Diaspo, toujours en compagnie de notre invité, M. Douglas Mbiandou. Avant la coupure pub, nous parlions du contexte lié aux infrastructures dans certains pays d'Afrique. Mais cette interrogation en suscite une autre. Monsieur Douglas Mbiandou, tous les pays d'Afrique n'ont pas la même appétence en ce qui concerne l'utilisation des nouvelles technologies. Comment, dans votre stratégie de déploiement, faites-vous pour contourner ce qui peut être un frein, un obstacle? Alors, effectivement, chaque pays va à son rythme. Les dirigeants de chaque pays vont à leur rythme. La jeunesse de chaque pays va à son rythme. Les entreprises de chaque pays vont à leur rythme. Il nous appartient pour nous de nous adapter à ces changements. Dans l'expérience que nous avons sur les pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal, on n'a pas les mêmes approches ou la même appétence. Simplement, nous faisons écho à cette volonté de la jeunesse de se former. Se former pour avoir des compétences, pour avoir un métier, toujours, comme je vous disais, en vue de l'autonomisation financière. Donc nous, on répond par rapport aux besoins du pays et on répond en fait à la demande par rapport à la jeunesse. Tout à fait. Alors, il y a un point quand même qui est très important. Dans certains pays d'Afrique, on parle encore des questions de bonne gouvernance. Et nous pensons effectivement qu'un projet ambitieux, comme celui que vous managez, ne peut se faire en Afrique si dans des pays qui posent encore problème en termes de gouvernance. Qu'est-ce que cela vous inspire en gros? Alors, deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, j'aurais pu dire d'abord que, avant de commencer le projet, être défaitiste. Tout à fait. En me disant, de toute façon, dans les pays, il n'y a pas une bonne gouvernance, il y a des problématiques, et donc ça ne sert à rien, je ne vais pas y aller. Je n'ai pas choisi ça. J'ai choisi de dire, je veux former 10 000 personnes, je vais d'abord en former 100, à mes frais, à 90%. Je vais insérer ces 100 personnes et en parallèle, je vais recenser les jeunes qui, partout en Afrique, sont intéressés pour que je les forme aussi. D'accord. Et ensuite, je vais soumettre ça aux États, aux autorités, aux entreprises qui vont constater que je suis capable de délivrer des produits finis, opérationnels en savoir-faire et en savoir-être, et donc m'aider à former les 9 900 autres. Tout à fait. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est de dire que peut-être que nos dirigeants ont besoin aussi d'exemples concrets. Tout à fait. Ces dirigeants pour qui nous parlons de mauvaise gouvernance, peut-être qu'ils n'ont pas, peut-être autour d'eux, des exemples concrets qu'ils peuvent pousser. Donc c'est donc dans cette dynamique-là que je suis parti pour 10 000 codeurs. Je ne me suis pas soucié de la gouvernance, j'ai essayé d'être à l'écoute de la jeunesse. Tout à fait. La jeunesse de Côte d'Ivoire m'a sollicité de façon très forte. La jeunesse du Sénégal m'a sollicité. La jeunesse camerounaise aussi m'a sollicité. J'ai voulu aller dans ces 3 pays. Et en ce moment, je suis en train de raconter l'histoire de ces 100 premiers qui me font confiance. D'accord. Ces 100 premiers avec qui j'ai de la proximité. Ces 100 premiers qui reconnaissent mes 13 ans d'expérience, les 3000 personnes professionnelles que j'ai formées. Ils se prennent au jeu de cette année de formation après laquelle je vais m'engager en 6 mois à les insérer. D'accord. Mais en parallèle, d'autres pays, au Tchad, en Guinée, au Mali, sont en train de s'inscrire sur la liste et veulent faire partie des 10 000.
Aujourd'hui, j'en ai 2000 qui sont en demande. Je ne peux pas tous les former, mais je suis certain que les autorités de ces pays, pour lesquels j'ai déjà le fichier des demandeurs, je suis certain que ces autorités seront sensibles au travail que j'ai pu réaliser et à la volonté de ces jeunes. Alors Douglas, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples comme ça, de profils qui ont participé à la première vague de formation de 10 000 codeurs et nous donner des exemples dans des pays différents? Alors, c'est intéressant puisque nous sommes à Diaspo Investigation et figurez-vous que c'est au Congo-Brazzaville, entre guillemets, que 10 000 codeurs est né avant 10 000 codeurs. D'accord. En 2013, suite à un mandat que nous avons reçu de la part des autorités de la République du Congo, nous avons eu l'occasion d'expérimenter en parallèle de cette formation professionnelle, puisque l'État du Congo est client d'Obgis. D'accord. Nous avons eu une très belle occasion en 2013 de former les ingénieurs de l'État de République du Congo. D'accord. Le ministère des Finances, et en particulier l'Office congolais d'informatique à l'époque, qui a changé de nom, qui est maintenant l'Agence congolaise des systèmes d'information, à travers sa direction, nous a contactés très simplement. Donc on parlait de gouvernance, vous voyez, tout s'est très bien passé. Tout à fait. La direction nous a contactés, fort de nos clients et de notre savoir-faire, et nous avons été challengés pour former une vingtaine d'ingénieurs. D'accord. Nous avons formé une vingtaine d'ingénieurs pendant une année. Donc j'en profite pour remercier cette direction-là, en particulier M. François Mbende. Qu'on salue au passage. Que nous saluons. Et effectivement, nous avons formé ces professionnels congolais. Et en parallèle, j'ai pensé que c'était l'occasion pour moi, justement, de former des jeunes. D'accord. Et il se trouve que certains jeunes que nous avons formés, aujourd'hui, sont salariés de structures congolaises et sont reconnaissants de la compétence que nous leur avons apportée. Donc ça ne s'appelait pas 10 000 codeurs, mais vous voyez que c'est au Congo-Brazzaville qu'est né le germe de 10 000 codeurs, de ce qui aujourd'hui s'appelle 10 000 codeurs. 10 000 codeurs, la forme actuelle, on sera plutôt dans le concret, quoi, en fait. Voilà, aujourd'hui, je prends l'exemple encore une fois de plus, parce que c'est très marquant, et on a une vidéo là-dessus, je pense, avec Delphin Bondongo, ce Congolais qui a un bac littéraire, mais qui a compris que le numérique sera la voie de son salut. Simplement, il n'avait pas autour de lui les grands frères, les professionnels qui allaient pouvoir le former, l'encadrer et lui montrer la voie. Je suis très fier d'avoir fait partie de ces personnes qui lui ont montré la voie, qui lui ont donné des compétences. Et aujourd'hui, il gagne sa vie du numérique, de la programmation. Et j'ai l'occasion de voir, entre-temps, effectivement, de très bonnes, heureuses nouvelles, puisqu'aujourd'hui, il est papa. Et je suis très content du fait que ces compétences techniques lui permettent aujourd'hui de gagner sa vie dans le secteur porteur du numérique et qui, en plus, il soit au service du Congo. Alors, donc, vous avez effectivement pris pour exemple M. Delphin, qui a participé à la forme, on va dire, l'ancêtre historique, tout à fait, voilà, de 10 000 codeurs. Mais aujourd'hui, dans la forme actuelle de 10 000 codeurs, les bénéficiaires, les futurs bénéficiaires, quelles démarches doivent-ils suivre? Comment ça se passe pour faire partie de ce programme de formation? Y a-t-il des démarches, on va dire, il y a un processus de recrutement, quels sont les prérequis? Enfin, donnez-nous plus de détails pour que justement ceux qui nous suivent sur Diaspo Investigation puissent savoir s'ils sont éligibles justement à ce projet. Alors, très bien. Figurez-vous que le maître mot à retenir, pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui suivent Diaspo Investigation actuellement, c'est de savoir que c'est la détermination qui va payer. D'accord. Mon métier à moi, c'est de transformer, c'est de canaliser cette détermination et de la transformer en compétence. C'est ce qu'il faut retenir de 10 000 codeurs. Nous canalisons une détermination et nous transformons en compétence. C'est ça notre savoir-faire. Alors, du coup, tout est ouvert. Ceux qui ont fait des études en informatique, qui n'ont pas trouvé de débouchés, mais qui veulent maintenant en vivre fort de l'accompagnement d'un professionnel qui a déjà formé 3000 informaticiens professionnels derrière, ils vont venir nous rejoindre, on va pouvoir les gérer. D'accord. Je pense par exemple, pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, à Marie-France. Marie-France Brou, elle est ivoirienne, elle a un BTS en informatique électronique, elle n'a pas trouvé d'emploi derrière. C'est une maman. Aujourd'hui, elle veut gagner, elle adore ce secteur-là, et elle est avec nous maintenant depuis 6 mois.
et elle se forme, et elle a réussi le premier entretien, que nous faisons un entretien 2 à 3 fois, des simulations d'entretien d'embauche. Vous savez, la fameuse fenêtre de 15 minutes dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout à fait. On met nos bénéficiaires devant des personnes qu'ils n'ont jamais vues, qui vont les juger, et au bout de 15 minutes, on leur dit si oui ou non, ils ont donné envie d'être embauchés. Donc voilà un exemple type. Quelqu'un qui a fait informatique, qui n'a pas trouvé d'emploi derrière, parce que malheureusement, dans nos écoles, et là c'est un drame, nos écoles forment pour un diplôme, mais pas pour le marché de l'emploi. Tout à fait. D'accord ? Donc ils sont nombreux à faire une filière informatique, et derrière ne pas trouver. Premier cas. Deuxième cas, c'est, comme Delphin, des personnes qui n'ont pas fait informatique, mais qui ont compris que leur domaine historique couplé à du numérique peut faire mouche. C'est le gestionnaire qui va rajouter une vernis numérique pour être capable de faire des logiciels de gestion. C'est l'historien qui va rajouter le numérique pour faire des applications qui sont liées à l'histoire et peut-être ludiques et pédagogiques. Tout à fait. C'est le physicien, etc. etc. Donc en gros, on a compris qu'il n'y avait pas de profil type. Exactement. Mais en fait, comment ça se passe? Parce qu'il y a forcément on a abordé la partie financière un peu plus haut dans l'émission, mais tout à concrètement, alors, si on n'a pas de... Parce que il y a quand même un coût en fait pour être formé. Si l'État ne nous donne pas ce petit coup de pouce ou s'il n'y a pas de société qui accepte de nous financer, comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, moi, je fais de la reconversion depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je suis capable de prendre un scientifique et d'en faire un informaticien. D'accord. Je le fais en France pour des multinationales. Elles me payent entre 4 000 et 6 000 euros par personne. Former quelqu'un aujourd'hui et le rendre bankable pour le marché de l'emploi, avec des technologies modernes, ça coûte entre 4 000 et 6 000 euros. Pour une année? Pour une année de formation? Une année de formation. D'accord. Moi, j'ai choisi de mettre la main au panier, et ça m'a coûté près de 200 000 euros, pour former aujourd'hui les 100 premiers bénéficiaires. Donc j'ai choisi aujourd'hui de payer 90%. D'accord. Donc, mais pour les 100 premiers, d'accord? Pour les 9 900 autres, comme je disais tout à l'heure, je souhaite avoir l'appui d'autorités locales, de gouvernement, d'États, d'entreprises, peut-être qui vont recruter des bénéficiaires derrière. Je vais reposer ma question pour être plus précis. Donc aujourd'hui, s'il y a par exemple à Douala ou à Brazzaville ou à Libreville, une centaine de personnes qui seraient probablement intéressées par ce processus de formation et de reconversion. Concrètement, comment ça se passe? Alors, je vous donne un exemple concrètement. Déjà, il y a soit les pays dans lesquels nous sommes déjà, soit les pays dans lesquels nous ne sommes pas encore. Les pays dans lesquels nous sommes déjà. Cameroun, Douala, Yaoundé, Côte d'Ivoire, Abidjan, et puis Sénégal, Dakar. Les personnes viennent, d'accord? On les écoute, on identifie en fait le potentiel, la motivation surtout, comme je dis, la motivation, la détermination. Et à partir de là, on leur fait passer un test. D'accord. Et ce test logique va nous permettre de savoir si oui ou non on peut les emmener au bout. D'accord. Si on pense qu'on ne peut pas les emmener au bout, on leur dit écoutez, nous on pense d'après nous que vous n'irez pas au bout. D'accord. Lorsqu'elles passent ce test-là, après, elles intègrent les cours du soir et on leur demande une participation, d'accord, de 40 000 francs CFA par mois pendant 12 mois. D'accord. 40 000 francs CFA par mois pendant 12 mois. D'accord. Et nous, aujourd'hui, on complète le reste. D'accord. Et cet argent-là va nous permettre effectivement d'assumer une partie des frais. Alors, une question pour ceux qui sont justement en Afrique et qui bénéficient d'une bonne connexion Internet. Est-ce que vous faites des cours en ligne? Alors, là, je viens de vous parler effectivement de ce qu'on a fait pour les 100 premiers. Oui. Mais le passage à l'échelle va nous imposer de passer par le numérique et le e-learning. Nous sommes en train de préparer, d'accord, un module qui va permettre de faire la formation à distance. D'accord. Mais dans tous les cas, il y a cette notion de grand frère. Et je me permets d'insister là-dessus parce que c'est au centre de DIMI-Codeur. DIMI-Codeur, c'est avant tout des développeurs professionnels qui mettent leurs compétences au service de leurs petits frères, petites sœurs. Ça, c'est capital dans notre modèle. On ne va pas partir directement sur du online, parce qu'il y a d'autres plateformes qui le font d'ailleurs très bien. Ce n'est pas notre valeur ajoutée. Notre valeur ajoutée, c'est qu'on va identifier 200 développeurs professionnels dans le continent. Et ces 200 vont être proches de notre cible, qui sont les jeunes. Et en grand frère, en grande sœur, associés au matériel pédagogique que nous allons fournir, ils vont pouvoir distiller 3 fois 3 heures par semaine des formations de qualité sur des secteurs porteurs, comme le développement d'applications web mobiles. Et aussi, bientôt, nous allons rajouter des technologies centrales et très demandées
comme les technologies comme la blockchain ou l'intelligence artificielle. Voilà, c'est vraiment ça. 200 formateurs qui sont d'abord des développeurs professionnels à qui nous donnons un vernis pédagogique. Ça fait 10 ans qu'on fait ça dans notre métier. Et ces 200 formateurs vont former les 10 000 codeurs. C'est au centre de notre modèle. Donc aujourd'hui, quand on arrive par exemple sur le site 10 000codeurs.com, on demande aux gens s'ils veulent devenir bénéficiaires ou s'ils veulent devenir compétences pour être formateurs. Et c'est ça qui est capital. Donc en parallèle du programme 10 000 codeurs, il y a un programme de formation de formateurs. Aujourd'hui, nous en avons une dizaine. Et je peux vous dire que ces dizaines, ce sont des personnes qui ne sont pas intéressées par l'argent. Ce sont des grands frères, ce sont des grandes sœurs qui sont motivés pour mettre leurs compétences au service des jeunes. Et ils font beaucoup plus d'heures que ce qu'on attend d'eux, puisqu'il y a des groupes WhatsApp qui sont formés. Tout à fait. Et le jour et la nuit, vous avez des échanges, vous avez des captures d'écran et vous avez des questions. Et c'est ça, le moteur de 10 000 codeurs, c'est ce réseau de développeurs professionnels. Alors, au Congo-Brazzaville, évidemment qu'il y a des développeurs professionnels. Et c'est eux qu'on va aller chercher dans un premier temps. C'est eux qu'on va identifier afin qu'ils puissent être pour nous les futurs formateurs. Alors, Monsieur Douglas Biandou, nous arrivons à la fin de notre émission. Dans quel délai comptez-vous atteindre les 10 000 codeurs? 10 000 codeurs, 2015-2025. En 2025, je souhaite avoir formé 10 000 développeurs web mobile en Afrique. Pour le Congo-Brazzaville, notre objectif, c'est 800. D'accord. Nous avons d'autres objectifs pour d'autres pays. Mais là encore, ça dépendra du rythme de la jeunesse, ça dépendra du rythme des gouvernants. Je vis dans l'espoir qu'après Diaspora Investigation, après notre émission, les autorités congolaises me contactent. Les jeunes Congolais s'ajoutent à la liste de nos bénéficiaires. Je souhaite que la proximité que j'ai voulu mettre en œuvre à travers mon site internet, personnel, à travers les réseaux sociaux, cette proximité, elle puisse jouer son rôle. Les jeunes Congolais et les jeunes Congolaises doivent savoir que je veux être proche d'eux, que je veux être proche d'elles. Je veux que les jeunes Congolais sentent avec moi, il y a un espoir. Le travail sera important, parce que tout le monde n'arrivera peut-être pas au bout. Mais ce que je promets, je m'engage, c'est que le contenu pédagogique et la qualité des formateurs sera tel qu'il leur donnera envie d'aller jusqu'au bout. Alors, un dernier point, Monsieur Douglas Biandou. Quels sont les chiffres d'employabilité lorsqu'on sort de vos formations? Alors, je suis très content de pouvoir vous dire que pour les bénéficiaires qui sont déjà sortis, nous sommes aujourd'hui à 75% d'insertion. D'accord. Et pour les autres, ce sont des personnes qui veulent créer une start-up. Alors, 75% d'insertion au bout de combien de temps? Pour ceux qui ont fait, alors il y en a qui ont terminé aujourd'hui la première promotion. Donc il y en a qui terminent par exemple au Sénégal. Il y en a qui terminent, qui sont en cours en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des entreprises qui se sont positionnées pour interviewer ces jeunes. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ce chiffre que je vous donne, 75%, c'est d'une part des personnes qui sont déjà sorties, qui sont déjà insérées, qui ont déjà un emploi, par exemple au Sénégal. Et c'est aussi le chiffre par rapport à une projection qu'on fait sur des entreprises qui nous ont dit, par exemple, en regardant certaines vidéos de nos entretiens, on fait des entretiens, les simulations d'entretien, il y a des entreprises qui nous ont dit, écoute Douglas, telle personne que j'ai vue en entretien qui est passée sur YouTube, je voudrais aujourd'hui son CV et je voudrais la recevoir. Très bien. Et c'est ça extrêmement important pour nous. Mais notre chiffre, ce n'est pas 75%, on veut arriver à 100%. C'est la promesse que nous faisons aux bénéficiaires. Ceux qui arrivent à mouiller le maillot jusqu'au bout, ceux qui arrivent à travers leurs parents à trouver de l'argent, l'argent que nous demandons, ces parents qui financent. Je m'engage personnellement à ce que si au bout de 6 mois, après la fin du cursus, ils ne trouvent pas d'emploi, je leur rembourse intégralement ce qu'ils ont investi. Très bien. Voyez-vous, je respecte ces parents qui mouillent le maillot et qui en ont marre de payer pour des formations qui ne mènent à rien. Mais écoutez, c'est très fort ce que vous dites. Si vous vous engagez à faire un remboursement, c'est que vous êtes sûr des bases que vous donnerez à ces enfants et à toutes les chances qu'ils auront à l'issue de cette formation en termes d'employabilité. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Merci à vous Douglas Biandou d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que votre passage sur notre plateau de Diaspo Investigation vous donnera les échos escomptés. Vous avez un dernier point à rajouter? Merci Christian pour cette invitation. Merci à Diaspo Investigation que je ne connaissais pas, que j'ai découvert sur Internet. Et j'étais très content de savoir que vous êtes intéressé aussi à moi. J'ai vu vos émissions précédentes, des émissions de qualité, sans concession. J'ai vu que vous étiez avec vos invités. Merci pour ce travail. Merci aussi à toutes ces personnes qui
constitue progressivement l'écosystème d'Imicodeur, qui me donne beaucoup d'énergie. Je pense à ses bénéficiaires, bien sûr, mais je pense aussi aux États qui nous regardent. Je pense aussi à ces leaders d'opinion qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je pense aussi à ces entreprises qui me demandent les ressources, qui sont des développeurs. Je pense, bien entendu, aux écoles également, qui progressivement découvrent le travail que nous faisons et avec lesquels nous rentrons en partenariat. Je, enfin, profite de cette présence à Diaspora Investigation pour inviter toute la jeunesse africaine à garder espoir. Garder espoir, se former, gagner en compétences pour être plus fort, pour être plus crédible sur le marché de l'emploi, pour être plus prêt à répondre aux besoins de la transformation digitale du continent et du monde entier. Merci.